continuer à laisser les gens accéder. On va se donner 2 minutes juste pour laisser quelques personnes arriver. Je ne sais pas si tu peux m'aider avec, si je vois qui attend. Tu veux que je me connecte pour les Oui. admettre? Ok. Et je vois que ça passe Maintenant, je peux de- laisser ici ouvert le petit. Tu peux juste cliquer. Ah, il y a quelqu'un qui vient de nous dire ici qu'il assiste au webinaire dans un coworking. OK. Bon, les webinaires, on commence avec la reconnaissance territoriale. Donc, Florence. Oui, bah c'est ça, mais on va, juste avant de commencer, on va prendre un petit moment pour reconnaître que le lieu de notre rencontre, en tout cas là où nous on se situe, est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. On reconnaît que la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, aussi connu sous le nom de Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Nous reconnaissons également que les défis systémiques auxquels font face les peuples autochtones ne sont pas limités au passé et sont encore bien présents aujourd'hui. Nous, en tant que réfugiés, colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, notre rôle à tous et toutes est de s'éduquer et d'en apprendre davantage sur nos territoires locaux non cédés ou cédés par un traité et son histoire. À la fois ensemble, en tant qu'organisation, mais aussi sur une base individuelle, on continuera à travailler sur ce que cela signifie pour nous de lutter pour la décolonisation, en espérant sincèrement un avenir plus juste et ce, ensemble. Merci. Donc, je commence aujourd'hui. Moi, c'est Mauricio Trujillo. Ici, à mon côté, c'est Florence Bourdeau. Nous sommes l'équipe de co-coordination de Romy. Nous sommes là si vous avez des questions après. Vous pouvez nous contacter aussi à travers du site web. Donc, nos invités d'aujourd'hui, on va parler avec Eva Garcia Turgeon. Elle est la directrice au Foyer du Monde. Et on a aussi Arthur Durieux, c'est le directeur de Lupon APPI. C'est une maison d'hébergement à court terme. Et ils sont aussi un modèle de sous-location, une colocation à long terme. Foyer du Monde, c'est une maison d'hébergement à long terme. On a Camille Fournel du Centre des réfugiés. Et ils sont aussi un projet de sous-location à court terme. Et finalement, on a Amin Bouadi qui fait partie du projet Landing Pad. Il est le directeur de technologie, si je me trompe pas. Et c'est un logiciel qui travaille comme une base de données et c'est un outil aussi de gestion locative à court terme. Donc, on va avoir plus d'informations à ce sujet après. Parfait. Les objectifs d'aujourd'hui, donc, on a initialement, c'est présenter les différents modèles d'hébergement pour les personnes migrantes à statut précaire mis en place par les membres organismes du ROMI. C'est le cas des foyers du monde, du pont et du centre de réfugiés et d'autres organismes du secteur de l'hébergement. C'est le cas des AMIN et des Landing Pad. On va favoriser aujourd'hui le partage d'expériences et de bons pratiques. Et on va visibiliser les modèles d'hébergement fondés sur des relations multisectorielles et on va développer des synergies et des partenariats pour augmenter l'offre de services en hébergement. C'est très important de dire que les ROMI aujourd'hui, vous allez voir qu'on a beaucoup de modèles. On va travailler sur toute la partie multisectorielle. On ne touche pas les financements du gouvernement dans tous les projets qu'on va parler aujourd'hui, mais les ROMI continuent à chercher des moyens, des conversations, d'engagement de la part du gouvernement pour financer tout ce que c'est l'hébergement transitoire. C'est très important de garder ça en tête. Dans la discussion aujourd'hui, on va se pencher sur 5 questions spécifiques ou 6. Donc, on va parler de l'espace physique, on va parler du financement, on va parler des partenariats stratégiques, des publics desservis, principaux obstacles et aussi des avantages de chaque modèle. Et pour la présentation d'aujourd'hui, on commence avec Amine. Amine a une présentation spécifique sur les logiciels parce que c'est de toute manière
modèle différent, c'est plus dans les côtés technologiques. Donc, je vais maintenant passer la parole à Ami. Je vais partager. Est-ce que tu veux partager toi-même? Ah oui, et finalement, on va poser toutes les questions au final. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, et mettez-les dans votre, dans les chats ou prends-le en tête pour la partie finale. Ami, est-ce que tu veux que je te partage Oui, la présentation? oui, Parfait. un moment, je cherche. euh, Je vais la partager de mon côté. Tu peux juste me laisser dire quand tu veux aller à la prochaine slide. c'est vous qui partagez? C'est ça? Oui. Ok, parfait. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant de la présentation de landing pad? Oui, Parfait. parfait. Bon, tout d'abord, au nom de toute l'équipe de HappyPad, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de ce webinaire pour cette invitation et pour l'opportunité de participer à cette discussion essentielle. Alors, HappyPad, nous sommes une entreprise sociale canadienne dédiée à résoudre la crise du logement abordable en facilitant le partage du logement. Sa mission principale est de libérer le potentiel communautaire grâce au logement en connectant des autres disposant de chambres inoccupées avec des locataires compatibles à la recherche d'un logement sûr et abordable. En transformant les espaces inutilisés en lieux porteurs de sens, HappyPad favorise des communautés plus fortes et plus résilientes. Et pour soutenir ces missions, HappyPad a développé une solution intelligente nommée LandingPad, un outil innovant de gestion locative et de base de données conçu pour simplifier l'accès au logement, en particulier pour les nouveaux arrivants et les réfugiés, les personnes vulnérables, etc. L'ANIPAD permet aux organisations communautaires et aux administrateurs de référer des locataires à des logements disponibles via une interface simple et sécurisée. Aussi, d'offrir une garantie telle que des assurances locatives collectives et un programme de construction de crédit, etc. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 bien sûr, Amine. Oui, super. En ce qui concerne euh, les espaces physiques ou les espaces de logement, HappyPad facilite l'accès au logement en utilisant un modèle innovant basé sur les chambres inutilisées dans les maisons des Canadiens, avec plus de 13 millions de chambres aujourd'hui vacantes chaque nuit au Canada. Nous transformons des espaces inutilisés en lieux porteurs de sens. Euh, Nous collaborons avec des propriétaires locaux comme Diane, par exemple, comme vous voyez dans le slide, une enseignante retraitée vivant seule pour leur permettre de partager leur maison en toute sécurité avec les locataires compatibles. Cela permet de maximiser l'utilisation des ressources inexistantes sans nécessiter de nouvelles constructions massives. Bien sûr, en ce qui concerne nos partenaires, nos principaux partenaires incluent des organisations locales, des fournisseurs de logements et des propriétaires individus. Par exemple, nous travaillons avec des associations communautaires pour identifier les besoins locaux en matière de logement et orienter les nouveaux arrivants vers des options adaptées où nous collaborons également avec Equifax pour inclure un programme de déclaration de loyer.
permettant aux réfugiés et nouveaux arrivants de bâtir un historique de crédit au Canada. En ce qui concerne le financement de HappyPad provient d'un modèle mixte. Nous générons des revenus via des frais de services appliqués aux locations, tout en bénéficiant du soutien de partenaires institutionnels pour des programmes spécifiques. Par exemple, euh, notre programme d'assurance. Comment? Non, c'est correct, tu peux y aller. Ouais. Par exemple, notre programme d'assurance locataire collectif est financé pour offrir une couverture automatique à chaque locataire, réduisant ainsi les risques pour les propriétaires en encourageant leur participation. Les personnes qui bénéficient de nos services, HappyPad a une variété de publics, incluant les nouveaux arrivants, comme les réfugiés qui cherchent des logements temporaires sécurisés, les étudiants qui ont besoin de solutions abordables et flexibles, les personnes âgées qui cherchent à partager leur maison pour réduire leur isolement social, malheureusement, et en tout en augmentant leurs revenus. Nous avons conçu aussi des outils comme le passeport locatif qui est une référence de location que les réfugiés peuvent utiliser pour accéder à des logements permanents sur le marché privé. Est-ce que vous pouvez, est-ce que c'est la dernière page, je crois, c'est ça? Ça, c'est la dernière, oui. Oui, parfait. Alors, les avantages et le modèle qu'on utilise. Alors, nos modèles combinent la technologie, la sécurité et la sécurité. Sécurité et impact social, par exemple, facilite la facilité d'utilisation d'un système simple basé sur un code d'accès pour les locataires. La sécurité, lorsqu'on parle de la sécurité, tous les locataires sont automatiquement couverts par une assurance collective. Les avantages économiques et sociaux, les locataires bâtissant un historique de crédit tandis que les propriétaires augmentent leurs revenus, ce qui est très important. L'impact communautaire, nous créons des connexions sociales durables en rapprochant des personnes compatibles grâce à notre système intelligent. Voilà. Merci. J'avais juste ici un petit message. Amine, est-ce que tu peux me parler et répéter un peu ce que tu avais dit sur Equifax? Oui, on travaille avec Equifax pour bâtir, pour aider les nouveaux arrivants à bâtir un, cr- euh, un crédit. Parfait. Et à la fin, vous pouvez même poser toutes les questions à Amine. OK? Si vous avez des questions, on peut bien sûr revenir après les micros de tout le monde et partager. Donc, Amine, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres informations à partager maintenant? Ah, non, merci. Oui, quelques questions ici seulement, juste pour un peu de contexte. Il y a quelqu'un qui dit, si je comprends bien, la plateforme fonctionne selon les mêmes principes qu'Airbnb. Est-ce que ça peut être la même chose? C'est pas la même chose. En fait, notre système, il est basé sur le matching. On essaie de faire rencontrer ou de faire un match entre les personnes, les locataires et les propriétaires. C'est ça la différence majeure entre les deux plateformes. Parfait, merci. Donc, Ami, merci beaucoup. On Au te revient plaisir. donc après avec les questions, OK? Au plaisir. Parfait. Donc, on va maintenant passer au moment de partage avec les maisons d'hébergement et les modèles de sous-location qu'on a ici parmi les membres du ROMI. Donc, je vais commencer avec Eva. Eva, si je te dis, on parle normalement. Attendez, je vais mettre la présentation. Maintenant, je peux enlever ça.
Parfait. Donc, Eva, si on parle d'hébergement, on parle normalement d'un toit, on parle d'un espace physique. Donc, je voudrais commencer avec cette question. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir un espace physique? Merci Mauricio. Ben, c'est sûr que nous, on a été particulièrement chanceux à Foyer du Monde parce que le projet a commencé avec le don d'une maison. Donc, le don d'une maison qui était à une congrégation religieuse, un ancien presbytère. Et c'est comme ça que le projet a démarré. Donc, ça a été vraiment en fonction du lieu que le projet s'est bâti. Et là, actuellement, on est en processus d'acquisition d'un deuxième lieu et c'est exactement la même manière qu'on a utilisé pour procéder, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le lieu, un autre presbytère, ben là, réellement, c'est là où est-ce que on réfléchit plus le projet pour l'adapter au lieu. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Parce que nous, on est dans une optique de propriétaire, finalement. Donc, c'est sûr que il y a des côtés qui sont positifs, des côtés qui sont négatifs par rapport à ça, mais le lieu, finalement, c'est le lieu qu'on entretient. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de coûts qui sont associés à ça. Je sais que mon collègue va aussi parler un peu de la problématique des mises aux normes, qui est extrêmement complexe puis qui est pas à sous-estimer avec la ville de Montréal. Mais quand on est propriétaire, finalement, et qu'on a des presbytères. C'est des constructions super solides, mais en même temps, elles viennent avec certaines restrictions, donc la taille des chambres. Dans le cas de Terrasse Mercure, où est-ce qu'on est, la taille des chambres oblige aussi à viser une certaine clientèle. On n'a pas des chambres familles énormes, donc on doit viser des familles qui sont plus petites. Donc, c'est des petits éléments comme ça, mais qui déterminent quand même une partie importante de la mission ou du public à qui on s'adresse. Donc, c'est quelque chose à tenir en compte. Puis, l'autre élément, je pense, qui est important à mentionner quand on est propriétaire, ben, c'est qu'il y a beaucoup de coûts d'entretien. Quand on parle de presbytère, il faut aussi penser au fait que ben, c'est souvent des salles de bain qui n'ont pas d'aération extérieure. Donc, ça peut avoir l'air anodin, mais c'est le genre de choses qui peut être problématique à long terme quand même. Donc, il y a des petites choses comme ça. L'électricité va être ancienne, donc il faut pas sous-estimer parce qu'on a un lieu accessible facilement ou pour pas cher. Donc, il y a des avantages à être propriétaire, il y a des désavantages. Nous, on a considéré que c'était plus sécurisant, considérant le marché locatif, puis les risques, en fait, de perdre le lieu et donc d'avoir une mission, mais dans un cadre d'une mission d'hébergement qui est un peu orpheline, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même opté, nous, pour être propriétaire d'une bâtisse. Parfait, merci. Arthur, je vais avec toi. Les ponts, vous avez maintenant deux maisons d'hébergement, mais vous avez aussi les modèles de sous-location. Est-ce que tu peux nous parler un peu du modèle de sous-location dans ce cas? Oui, bien sûr. Euh, pour nos deux résidences d'urgence, nous, on est un peu dans le même modèle que Eva avec Foyer du Monde. Nous, on vient du diocèse de Montréal, même si on est une OBNL maintenant. Donc, c'est des bons partenaires et des bons contacts à avoir si on cherche des espaces libres. Il y a des presbytères qui sont libres. On reparlera plus tard en effet, des rénovations, des normes, etc. C'est un autre gros enjeu. Fait que nous, on a donc ce projet-là court terme d'à peu près 3 4 mois dans les centres, dans les refuges du pont, on va dire. Et depuis presque 6 mois maintenant, on a développé un projet euh, pour lequel on a largement été inspiré du Refugee Center et Camille va pouvoir vous en parler aussi. Je dirais pas qu'on a volé l'idée, mais dès qu'il y a une bonne idée, il faut s'en saisir. Puis je remercie le Centre des réfugiés qui nous a beaucoup soutenus aussi dans la création et le développement de ce projet-là pour le pont. En fait, on a une très bonne connaissance du pont, un ami de l'équipe, etc., qui a loué son appartement à une famille demandeuse d'asile qui a quitté le pont. Puis cette famille a décidé de déménager plus proche de son emploi, fait que le propriétaire et nous, on était un peu comme, ben, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veut continuer de collaborer, ça se passe bien. Et en fait, c'est là qu'on s'est un peu inséré, puis qu'on a présenté ce projet-là de sous-louer nous-mêmes, en fait, cet appartement. Donc, on a présenté le projet au couple propriétaire que le pont soit le locataire officiel avec un bail du tribunal du logement, le bail bleu que vous connaissez toutes et tous, et que nous, on allait prendre en fait un peu les responsabilités, le côté vraiment le plus pénible, que ce soit les déménagements, payer les factures, payer le loyer, etc. Et d'un autre côté, que nos sous-locataires, c'est-à-dire nos résidents du pont, mais qui sont dans cet appartement-là à plus long terme, c'est-à-dire 1 an renouvelable,
et juste à nous payer une espèce d'enveloppe tout compris. Donc l'avantage de ça, c'était déjà c'est qu'on connaissait les propriétaires, le couple propriétaire, donc ça nous a beaucoup aidé, la confiance était déjà là. Et ensuite, on a juste dû développer donc nos contrats et nos ententes entre le pont et les propriétaires, mais aussi entre le pont et les résidents, c'est-à-dire les sous-locataires qui sont dans ce logement-là. Donc là, on était un peu en projet pilote, ça se passe quand même très bien. Il y a d'autres enjeux aussi que toutes les maisons d'accueil connaissent, la cohabitation, propreté, les règles internes, etc. Mais rien qui est insurmontable. Et en fait, les inconvénients sont minimes par rapport aux avantages, euh, surtout pour nos résidentes, en fait, qui sont toutes des mamans en situation de monoparentalité avec des très jeunes enfants et pour qui ça a été une belle proposition d'offrir ce projet-là. Donc voilà, on se développe, on essaie différentes choses, on n'a plus vraiment le choix. Eva parlait de l'instabilité du marché locatif, ça marche pour les OBNL, mais aussi pour les particuliers et la population générale, nous-mêmes, mais aussi les demandeuses, demandeurs d'asile. Donc ça a répondu quand même à un besoin et là, en 2025, c'est un objectif là, de développer et d'avoir d'autres logements de ce type-là. Parfait, merci. Et finalement, Camille, on sait que vous avez un partenariat maintenant avec l'Université de Concordia qui vous avait permis d'accéder à plusieurs logements. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, absolument. Ben, peut-être pour rebondir un peu sur ce que Arthur a mentionné, c'est ça, nous, initialement, l'idée du projet là, est venue il y a environ 2 ans là, par rapport à développer un modèle de sous-location parce que justement, c'était questionné. On n'a pas les moyens d'être propriétaire, mais on veut participer justement à des nouvelles initiatives là, en hébergement pas d'urgence, mais de transition. Donc, c'est là que l'idée de la sous-location est venue. Puis, initialement, on voulait vraiment cibler des propriétaires privés, mais ça a été difficile quand même en début de projet. Puis, on a eu la chance avec l'Université de Concordia d'avoir accès à 4 unités qui est des 4,5. Donc, on a deux chambres, donc 2 personnes par unité. Puis, c'est comme ça qu'on a développé, là, en fait, le projet avec ces unités-là, avec l'Université Concordia. Puis, avec le temps, bon, on a développé d'autres, je sais qu'on va y aller plus en profondeur dans les partenariats plus tard. Mais on a pu aussi développer d'autres partenariats communautaires là, avec notamment Accueil Bono. L'année prochaine aussi avec le Ramel. J'ai vu qu'Emmanuel est dans l'audience. Donc, on pourra en parler plus tard, mais c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Puis récemment, on a réussi à obtenir là, des appartements avec un propriétaire privé. On a 4 appartements en ce moment. Euh, donc voilà, fait que comme Arthur l'a expliqué, là, le modèle de sous-location, c'est nous les locataires, c'est nous qui signent le bail. Puis en fait, les résidents signent un contrat de sous-location avec nous, mais c'est nous qui est en charge de payer le montant au propriétaire directement. Puis ensuite, avec le contrat de sous-location avec les résidents, ben là, c'est un peu différent. Donc c'est pas eux qui ont un contact direct avec le propriétaire. Parfait. Donc, si on va parler maintenant un peu de partenariat, vous avez déjà dit que c'est très important ça pour pouvoir démarrer les hébergements. Donc, si on parle de ce partenariat principal pour vos projets en place, je commence avec toi, Arthur. Tu peux nous parler un peu de propriétaires privés? Oui, ben c'est ça, comme je le mentionnais, nous, on cherche à développer un peu ces échanges-là avec des propriétaires privés. Euh, c'est pas facile dans un sens où on doit convaincre des propriétaires de nous faire confiance. Puis le premier propriétaire qu'on a, c'est quelqu'un de connu dans le milieu qui nous connaît et donc qui avait déjà un peu cette relation de confiance, mais ça se travaille aussi dans un sens. Il faut maintenir cette confiance-là. Fait que pour ce projet spécifique de sous-location, on n'a pas 1000 partenaires, on a vraiment juste le couple propriétaire, mais je préférais mentionner que c'est ça, ça se travaille. Il faut que nous, on prenne nos responsabilités aussi de payer les loyers, les factures à temps, qu'on s'assure que l'appartement est sécuritaire, propre, et qu'on accepte en fait de prendre ça en charge. Fait que je sais que c'est un projet que Refugee Center développe et a déjà mis en place. C'est des idées qu'on veut développer avec d'autres organismes aussi, mais il faut pas négliger, c'est ça, dans ces partenariats-là, vraiment le côté de relations de confiance et que ça prend beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités sur les épaules d'un organisme. Puis même le CA Dupont, là, pour être très transparent avec vous, on doit aussi les convaincre et leur dire, ben,
OK, mais si telle ou telle personne ne paye pas son loyer, c'est le pont qui va assumer ça. Puis on prend cette responsabilité-là. On a des systèmes de protection, mais on ne veut pas non plus faire n'importe quoi avec nos résidentes. On ne peut pas les mettre à la porte en quelques semaines, c'est totalement irréaliste. On ne peut pas juste leur dire, ah bah t'as pas payé, demain tu t'en vas. Ça marche pas comme ça. Même si on reste dans un projet communautaire, on veut quand même aussi respecter certaines lois du logement, ce qui n'est pas chose courante dans notre époque. Donc, c'est ça. Ce partenariat-là, il est bon et il porte ses fruits, mais c'est beaucoup de travail aussi et de responsabilité pour l'organisme, aussi pour les personnes qui y participent. Parfait, merci. Camille, je vais avec toi. Tu avais parlé un peu de le partenariat avec Concordia, mais je sais que vous avez aussi d'autres partenariats. Tu peux nous parler un peu de ça? Oui, absolument. Comme je le mentionnais là, précédemment, on a commencé avec des partenariats communautaires, donc avec l'Université Concordia, qui, eux, possèdent des unités, possèdent des logements, puis nous, dans le fond, on louait auprès de Concordia. Ensuite, on a étendu, on a eu l'opportunité aussi de louer auprès de Accueil Bono. Ils ont un bâtiment dans le Vieux-Port qui s'appelle le Christin. On a eu 4 logements là avec eux. Là, le contrat arrive à échéance, mais ça aussi, ça nous a permis de tester aussi beaucoup. C'est beaucoup d'essais-erreurs, là, ce genre de projet-là, comme le mentionnait Arthur, là, beaucoup de logistique, beaucoup de coordination. Donc, il y a ça aussi. Aussi, avec toujours partenariat communautaire, on a le Rommel qui, en ce moment, est en train de développer un bâtiment à Laval de 101 unités. Ça devrait être finalisé là, en automne 2025. Puis, dans le fond, avec le Rommel, on va prendre 20 de ces unités-là pour ce projet de logement-là de transition. Donc ça, c'est pour dans 1 an, mais c'est aussi, encore là, les premiers partenariats qu'on a eus, c'était vraiment avec le communautaire, parce qu'il y avait beaucoup plus d'ouverture, en fait, à ce genre de projet-là. Puis récemment, dans les derniers mois, en fait, là, on a réussi à approcher là, un propriétaire privé qui nous a loué 4 logements différents, puis qui a embarqué dans le projet. Puis vu que c'était ça l'idée initiale là, du projet, on est quand même assez content de ça, à voir comment ça va s'opérationnaliser sur le terrain. Vu que c'est dans les débuts là, avec le propriétaire privé, mais les plans dans l'avenir, c'est vraiment de justement intégrer le privé dans ce genre de projet-là. Donc voilà. Parfait. Et Eva, je viens avec toi. Et finalement, tu avais parlé un peu de l'importance des communautés religieuses. Religieuses, ils sont déjà comme sensibilisés au sujet. Peux-tu nous parler des partenariats avec eux? Oui, ben absolument. C'est sûr que nous, ça a été vraiment la manière dont on a pu commencer parce que sans elles, on n'aurait pas eu accès à des logements, à des lieux, en fait. Mais les communautés religieuses aussi, elles sont déjà sensibles à la cause, comme tu le dis, Mauricio. Puis en plus, c'est elles qui, là, dans le cas de la deuxième bâtisse là, qu'on a acquis, qu'on est en train de mettre en place, c'est elles qui ont fait vraiment, se sont assurées que ce qu'elles voulaient, c'était que l'aspect social de leur œuvre continue à travers le communautaire et c'est souvent le désir de beaucoup de communautés religieuses. Donc, c'est des partenaires super importants en termes de conserver des bâtisses qui étaient à connotation religieuse ou à usage religieux et de les garder dans le communautaire. Donc, nous, c'est sûr qu'on a été accompagnés quand même par peu un équivalent d'un GRT qui s'appelle le Centre Trinité le Centre des Églises Trinité, pardon, qui finalement nous a aidés dans toute cette recherche-là et qui aide à la conversion des lieux de culte vers l'usage communautaire. Ils ont changé de nom maintenant, c'est Releven. Mais en tout et pour tout, la clé, c'est de trouver des communautés religieuses qui, elles, ont des couvents ou des presbytères à pouvoir vendre et qui, elles, décident de ne pas le faire à profit, décident de le vendre de manière à ce que ce soit un don ou une œuvre d'une certaine façon parce qu'elles le vendent à un prix qui est abordable pour l'organisme communautaire ou qui est réaliste pour l'organisme communautaire. Donc, dans le cas de notre prochain projet qu'on est en train de mettre sur pied, une autre manière aussi de s'assurer d'avoir des bons partenariats puis que ce projet-là soit comme, je dirais, peut-être plus holistique, si on veut, que notre premier lieu de service actuellement, qui est le 2300 Terrasse Mercure, qui fait exclusivement de l'hébergement avec des services dans le centre pour les personnes qui sont résidentes. C'est d'avoir aussi un usage multiple. Donc là, pour cette bâtisse-là, ce qu'on design comme projet, c'est qu'il va avoir, oui, un étage de chambre complète pour des familles, mais aussi un étage, en fait, qui va être plus pour des locataires communautaires, pour faire un hub
de services et pour en fait avoir un petit peu plus une mixité dans tout ça qui peut desservir autant les résidents qui sont là, mais aussi la population externe, puis vraiment créer plus des ponts parce que c'est ça qu'on constate aussi, c'est que d'un côté, les résidents peuvent être peut-être les résidents qui sont les familles immigrantes. euh, Plus dépendante, si on veut, du service dans lequel elle réside, donc dans ce cas-ci de Foyer du Monde, puis c'est pas quelque chose qu'on cherche à faire. Nous, on veut vraiment qu'elle s'autonomise et de se créer un réseau. Donc, l'importance d'avoir comme dans ce projet-là d'autres organismes communautaires. Là, je pense actuellement, on est en fait en ouverture de projet, donc on a vraiment ouvert ce projet-là à différents organismes communautaires. Le point de service va être dans Rosemont, à la limite de Saint-Michel. Donc, c'est des organismes qui sont situés sur ces deux territoires-là qui nous présentent des projets pour pouvoir louer des locaux. Mais on espère en fait avec ça vraiment créer une espèce de carrefour. Puis vraiment quelque chose où d'un côté, c'est du win-win. D'un côté, les résidents vont pouvoir se créer un réseau avec d'autres organismes qui leur offrent des services que nous, on n'offre pas. Mais d'un autre côté aussi que ça crée une multiplicité puis une ambiance dans laquelle ben on participe, on a des participants pour les organismes communautaires qui sont là, qui cherchent à offrir des ateliers, des activités, puis qui cherchent aussi à mixer leurs bénéficiaires, pas juste s'adresser à un pan de la population. Donc, quand on parle des personnes âgées, ben c'est toutes les personnes âgées. Ça peut être aussi des résidents qui vont être à Foyer du Monde, par exemple. Donc, ça, c'est le Parfait. projet qu'on est en train de mettre sur pied. Merci. Tu viens de toucher un élément que c'est comment est-ce que peut continuer à financer les projets. Donc là, la prochaine question va tomber on va tomber sur les financements. Donc, je vais commencer par Camille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que vous financez votre projet? Oui, absolument. Ben, il y a deux manières là, qu'on finance le projet. D'un côté, pour démarrer le projet, on a du financement privé. Donc, comme tu l'as mentionné, là, il n'y a pas de financement public pour ce genre de projet-là. Donc, c'est du financement qui vient de fondations privées. On a eu la chance en début, là, avec le partenariat avec Concordia, d'avoir accès aux unités gratuitement pendant une certaine période de temps. Fait que ça nous a permis de justement tester le projet, puis ensuite d'approcher les fondations, puis montrer que ça fonctionne bien, puis que c'est un modèle qui peut fonctionner. Donc ça, c'est d'une manière. Puis la deuxième source de financement, c'est que les personnes qui résident dans les unités déboursent un certain montant. Ils payent ce montant-là, après, il est réinvesti dans le projet, évidemment. Donc, la raison pour laquelle on demande là, que les gens déboursent un certain montant, c'est d'abord pour qu'ils puissent construire un historique de crédit, puis aussi qu'ils puissent faire un budget pour quand ils vont embarquer sur le marché locatif privé. Puis aussi pour la durabilité du projet, là, évidemment, là, ça aide beaucoup le projet là, quand on peut avoir une source de financement qui vient avec ça. Donc voilà, c'est les deux sources de financement là, qu'on utilise pour le projet en Parfait. ce moment. Merci. Eh bien, côté foyer de monde, vous travaillez aussi avec des personnes qui sont même en situation de vulnérabilité des fois. Donc, tu peux nous parler de financement dans ces côtés-là? Ouais, c'est toujours une question délicate, c'est sûr, mais tu sais, comme Camille disait, il faut que les projets, pour qu'ils puissent continuer d'offrir les services qu'ils offrent, ils soient capables d'être financés. Donc, nous, c'est sûr qu'on charge un 30% du revenu de la personne en loyer. On considère que 30%, c'est le maximum qu'on devrait payer dans un monde idéal pour son loyer. C'est malheureusement pas le cas pour monsieur, madame, tout le monde la plupart du temps. Mais dans le cas des personnes qui n'ont pas de revenus, parce que là, on s'adresse à une personne, par exemple, qui est demandeuse d'asile, qui a l'aide sociale, elle paie 30% de son revenu qui est l'aide sociale. C'est faisable, c'est juste, mais c'est faisable. Pour une personne qui est sans statut ou qui a perdu son statut récemment ou qui est entre deux chaises de statut, elle n'aura pas l'aide sociale, en tout cas la plupart du temps non, elle n'aura pas de revenus habituellement non plus. Donc ce qu'on fait nous, c'est que on accepte que si ton revenu c'est 0 $, ben 30% de 0 $, c'est zéro. Mais en contrepartie, on demande du bénévolat. On travaille très fort, nous, en fait, l'aspect communautaire de la maison parce qu'on a les gens plus longtemps que mes collègues qui sont ici. Donc, nous, on appelle quand même ça du transitoire Mhm. parce qu'on fait de 3 à 12 mois, mais généralement, la norme, c'est du 12 mois. Il y a très peu de gens qui restent moins longtemps à cause du fait que c'est difficile de trouver par la suite. Ben, bref, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est vraiment du bénévolat. Donc, des heures de bénévolat qui vont faire
un supplément, puis qui vont permettre à la personne aussi. Il y a personne, en fait, qui veut avoir un service gratuit. On perd un peu sa dignité quand on fait ça. Bon, il y a des choses gratuites qu'on aime, mais on aime aussi participer à recevoir quelque chose parce qu'habituellement, on sait que ça a de la valeur, ce qu'on reçoit, puis on veut participer. Donc, le bénévolat est vraiment important, autant pour l'organisme, pour nous-mêmes à Foyer du Monde, parce qu'on le fait à travers une friperie, qui est un projet d'économie sociale qu'on a ici, qui est une de nos sources de revenus également. OK. Donc, on va avoir des dons du quartier. La friperie est 100% bénévole grâce à nos résidents, mais aussi nos bénévoles qui sont des personnes du quartier, par exemple. Donc, elle n'a pas de coût associé à ce qui est des ressources humaines. Mais après, c'est un super beau tremplin pour les gens, autant pour obtenir un petit peu plus d'expérience en service client que pour se créer un réseau, parce que ça fait des très, très, très beaux liens. Et ben, ils savent que ça revient directement à l'organisme, c'est réinvesti dans l'organisme. Donc, c'est vraiment une belle roue qui tourne. Et OK. malheureusement, on a besoin d'être créatif en termes de financement. Je termine là-dessus. Parce que on ne touche pas à du financement public, en tout cas pas à la mission. Malheureusement, on est orphelin à ce titre-là, les maisons d'hébergement pour le financement à la mission. Euh, on peut pas avoir de l'argent avec la Société québécoise d'habitation parce qu'on fait du transitoire. C'est pas financé à la mission. Avec le MIFI, on dessert une population qui est sans statut ou demandeuse d'asile. C'est pas une population qui est desservie par le MIFI, donc on n'accède pas au fond à la mission là-dessus. On a essayé pendant 3 ans avec le ministère de la Famille et c'est très difficile de se faire voir pour autre chose qu'un organisme en immigration. Donc, on est encore là, mis de côté. Ça laisse très peu d'options en financement à la mission. Fait qu'on retombe sur, ben, heureusement qu'on a nos congrégations religieuses, mais beaucoup de privés, comme disait Camille, et sinon, ben, de la créativité à travers différents types d'autofinancement. Parfait, merci. Et Arthur, juste pour finaliser la partie de financement, vous avez aussi la maison d'hébergement, mais vous avez les projets de sous-location. Est-ce que tu pouvais élaborer un peu sur les financements à ce côté-là? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que je pourrais faire du pouce sur plein de choses que Eva vient de dire et Camille aussi. Nous non plus, financement, dans les deux résidences transitoires, on n'a aucun financement public à la mission. Je pense que vous sentez le côté un peu militant là, du ROMI et des membres du ROMI pour ça. Le ROMI, en très bon partenaire d'ailleurs, milite fort pour qu'on ait accès à des financements publics. C'est un autre débat, peut-être un autre webinaire aussi. C'est sûr que nous, à l'interne, c'est vraiment juste des fondations. La plupart, en tout cas, de nos financements viennent des fondations. Des dons, oui aussi. Les dons viennent, les plus gros dons, je dirais, viennent aussi de communautés religieuses. Parce qu'on a un historique avec le diocèse de Montréal, plus maintenant parce qu'on a une OBNL, mais parce qu'on a cet historique-là, les personnes aiment donner. C'est aussi des congrégations et des organismes religieux qui sont, comme le disait Eva, sensibles à la cause. Donc oui, il faut être créatif. Au niveau du loyer, dans nos refuges d'urgence, nous, c'est plus une participation financière entre 70 et 120 dollars par mois, suivant la taille de la famille. On est quand même en dessous du 30%. Et évidemment, nous aussi, on annule les factures si la personne n'a pas de revenus. On reçoit beaucoup de personnes qui viennent tout juste d'arriver ou encore des personnes sans statut, des personnes qui n'ont pas encore l'aide sociale ou un emploi. Fait que la plupart du temps, on annule les loyers, très honnêtement. C'est pas la plus grosse source de nos revenus. Donc ça, c'est vraiment pour nos deux résidences d'urgence. Pour ce qui est de l'appartement en sous-location, euh, le calcul est fait tel que les résidentes payent ce qu'elles doivent. C'est-à-dire que on a fait un petit calcul, assurance, loyer, Hydro-Québec et je pense que j'oublie rien d'autre, et Internet, et on a fait un prix quasiment égal. Fait qu'à quelques cents près, il n'y a rien à perdre ou à gagner. Nous, notre objectif, c'est pas de faire de l'argent sur ce projet, loin de là. L'objectif, c'est de trouver des solutions de logement long terme pour nos résidentes. Donc, on ne gagne pas d'argent, on ne perd pas d'argent non plus. Je ferais peut-être juste un bémol sur le fait que c'est quand même un projet pilote. Donc, pour l'instant, on n'a pas développé le projet avec nos bailleurs de fonds, etc. On le teste. On s'est mis une petite enveloppe de côté, notamment avec tous les dons privés qu'on a reçus. On a pu mettre une petite enveloppe de côté, ce qu'on appelle notre enveloppe d'urgence. Racheter un frigo, par exemple. Ou si quelqu'un ne paye pas son loyer, ce qui n'est jamais arrivé encore et tant mieux, on a ces fonds-là pour payer un loyer. Fait que c'est deux manières de fonctionner différentes.
L'idée aussi, ça va être c'est ça, de pérenniser ce projet-là. Et en le pérennisant, ben, forcément, on va devoir en parler à nos bailleurs de fonds, voir si on peut sécuriser un peu plus ça. Mhm. Et je reviens D'accord. aussi hein, sur le financement, c'est surtout pour le projet de sous-location, c'est finalement aussi de convaincre vos CA, si c'est un projet qui vous intéresse, c'est de peut-être prouver au CA que oui, il y a des risques qui sont associés à ça, mais les bénéfices sont tellement importants que ça vaut le coup de le faire. De le faire. C'est un peu ça nos deux modèles de fonctionnement. Merci. Merci à tous les trois c'était vraiment intéressant, toute la partie partenariat logistique opérationnel. Maintenant, quand on parle de personnes en demande d'asile ou à statut précaire, on sait que c'est pas un bloc homogène. Donc, on aimerait vous entendre peut-être plus sur les, j'aime pas dire ça, mais les caractéristiques des gens que vous recevez, puis pour être capable justement de faire le lien entre le type de modèle, la durée du séjour et puis certains critères. Donc, peut-être commencer par Eva, où tu disais en fait que beaucoup de personnes restent 1 an. Est-ce que tu peux nous parler à la fois de certains critères de vulnérabilité, puis surtout, qu'est-ce que vous faites en fait avec ces personnes-là au cours de l'année? C'est sûr que en fait, plus une personne a des critères de vulnérabilité, plus elle est priorisée finalement dans la liste d'attente parce que malheureusement, puis c'est ce que j'écrivais dans le chat, là, on a une liste d'attente. Donc, on n'est pas à la recherche de promouvoir nos services actuellement. On est à la recherche d'avoir plus d'initiatives qui veulent elles aussi offrir de l'hébergement transitoire là, pour qu'on puisse être plus nombreux à faire ça et répondre à la demande. Donc, on va quand même focaliser, nous, nos bénéficiaires, ce sont des parents monoparentales, ça peut être femme ou homme, mais il faut vraiment avoir des enfants. Donc, on focus vraiment famille, en fait. Donc, on n'accepte pas homme seul ou femme seule. C'est vraiment, on va avoir une majorité, par exemple, on a beaucoup de femmes enceintes. On a eu vraiment beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et donc, on considère qu'il y a un énorme facteur de vulnérabilité par rapport à ça aussi, de se retrouver seul dans un nouveau système et enceinte. Pour la plupart, c'est des personnes avec qui on aide à régulariser leur statut parce que la particularité à Foyer du Monde, c'est qu'on va avoir dans la maison vraiment une avocate dédiée à prendre les cas des personnes qui n'ont pas déjà un avocat ou qui ont vraiment des démarches particulières à faire. Et malheureusement, depuis plusieurs années, les cas deviennent de plus en plus lourds juridiquement parlant et c'est absolument nécessaire d'avoir une avocate pour pouvoir prendre ces cas-là. Donc, beaucoup de gens qui perdent des statuts ou des gens qui sont entre des changements législatifs qui font que ils auraient pu faire A, B ou C et finalement sont limités à C à ce stade-ci avec les nouveaux changements législatifs, mais sont pas tout à fait au courant parce que c'est très difficile de suivre actuellement avec tout ce qui se fait au niveau fédéral et provincial. Donc, dans les autres services qu'on va offrir, oui, on prend les femmes enceintes, mais on ne prend pas les femmes seules, c'est-à-dire qui n'ont pas d'enfants. Donc, on prend ni les hommes seuls, ni les femmes seules. Mais les autres, quand c'est famille, on va les prendre. Après, c'est sûr que nous, les autres services qu'on va faire, on essaie vraiment d'être le plus englobant possible. La personne, elle va avoir accès à... Oui, pardon? Non. Un Donc, vas-y. travailleur ou une travailleuse sociale en tout temps. Elle va avoir accès à des activités aussi de soir, de fin de semaine. Les activités sont changeantes. C'est vraiment selon les résidents qu'on a parce qu'on va avoir un système avec un ou une représentant des résidents qui est élu et des comités de résidents à chaque mois, où est-ce qu'il y a un élément décisionnel à travers les résidents sur le choix des activités et beaucoup de choses là, qui va faire quelle tâche. Arthur l'a élaboré un petit peu, mais la vie communautaire, ça a plein de défis, mais c'est ça une famille, hein, c'est beaucoup d'amour puis beaucoup de chicanes. Donc, c'est sûr que dans les services, il va y avoir les activités qui prennent un pan. Comme c'est adressé aux familles, il y a beaucoup d'enfants. Donc, on va faire beaucoup d'aspects de parentalité, que ce soit à travers des ateliers, autant pour les enfants, les parents aussi, pour faire du répit aux parents. Donc, ça, c'est des services qu'on va offrir. Puis, additionnellement, ben, on va travailler aussi beaucoup. Ça a été abordé un peu par Camille, mais l'aspect financier. Donc, nous, on va avoir un programme d'épargne avec les gens.
sachant que quand tu es sur l'aide sociale, tu ne peux pas avoir plus d'un certain montant dans ton compte. Donc, nous, on veut aider la littératie financière parce que c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de familles. Ben, on le fait à travers, c'est ça, budgéter, payer à date fixe les loyers, que ce soit très encadré. Je sais que des fois, c'est très chiant parce qu'on leur demande, il faut que ce soit sur rendez-vous, il faut que ce soit, mais tout ça, c'est pour préparer mieux la personne à une fois qu'elle soit à l'extérieur. Ben, avoir un coussin financier. Donc, c'est vraiment chouette ce nouveau programme d'épargne-là qu'on a mis en place avec eux. Je sais que j'ai clairement oublié des services. Bénévolat, ben, on fait beaucoup de bénévolat avec les gens. Donc, on a un gros secteur bénévolat. On leur permet de s'impliquer. On leur donne des certifications par la suite. On recrute aussi à travers notre CA, il va y avoir des anciens résidents. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte que ce soit une espèce de roue qui tourne. Et je laisse la parole à mes collègues parce que je pourrais en parler longtemps. Merci beaucoup, Eva. Camille, au Centre des réfugiés, vous travaillez vraiment avec d'autres types de personnes, notamment avec des hommes seuls. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus, peut-être un tout petit peu sur le parcours, mais aussi sur ce que vous offrez, puis notamment dans tout ce qui est logement transitoire, le type d'accompagnement? Oui, absolument. Donc, au niveau en fait, on n'a pas de critères au niveau de si on accueille que des familles, que des hommes seuls, que des femmes seules, mais on priorise les personnes seules de manière générale de par l'espace qu'on a. C'est des unités, c'est des 4,5. On favorise la colocation. C'est aussi un moyen pour les gens de si ils arrivent en colocation avec quelqu'un qu'ils connaissent pas nécessairement, ben si ça fonctionne bien après pour chercher sur le marché locatif privé, mais ils ont quelqu'un avec qui chercher. C'est beaucoup plus facile de trouver un logement à deux que seul, évidemment. Donc, on priorise les personnes seules, mais on a eu des familles également. Aussi, une autre raison pour laquelle on a décidé de prioriser les personnes seules, c'est que quand on regarde la population de personnes en demande d'asile, c'est majoritairement des personnes seules qui viennent ici. Je pense que c'est proche de 70% là, des demandes d'asile, là, que c'est des personnes seules qui viennent. Donc, c'est aussi, ça fait partie un peu de notre raisonnement de pourquoi on priorise cette population-là spécifique, ce profil-là, en fait, spécifiquement. Mais il n'y a pas de critères là, qu'on accepte que les hommes seuls, que les femmes seules ou que les familles. On n'a pas de critères stricts par rapport à ça. Par contre, on a des critères d'éligibilité au programme, au projet en soi. Il faut que la personne reçoive l'aide sociale, que la personne ait un permis de travail, pas obligée d'avoir un emploi, mais qu'elle ait en possession un permis de travail. Puis il faut quand même aussi que la personne ait un certain niveau d'autonomie. On n'est pas présent sur place, nous, dans les unités, fait que la personne doit quand même avoir un certain niveau d'autonomie pour se débrouiller au quotidien. C'est un peu décentralisé notre approche là. C'est pas comme une maison d'hébergement où on est sur place, mais c'est un peu décentralisé à travers la ville. Donc on peut pas être présent sur place en tout temps. Donc c'est pour ça que c'est quand même important pour nous que la personne puisse être quand même autonome. Voilà comment on fonctionne. C'est les gens peuvent arriver déjà en paire de deux là, si jamais pour la colocation, ils peuvent arriver appliquer à deux, c'est une possibilité. Sinon, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on essaie de jumeler des personnes qui parlent la même langue et évidemment qui ont le même sexe, là, donc les hommes ensemble, les femmes ensemble. Euh, Puis quand il y a des familles, ben, on essaie de mettre des familles ensemble aussi. Euh, donc, ça, à ce niveau-là. Au niveau du soutien, très rapidement, au niveau du soutien, chaque personne qui entre dans le programme a une intervenante qui est associée au dossier. Donc, c'est leur personne contact qui va les accompagner à travers tout le projet. Cette intervenante-là va les aider premièrement, faire une évaluation des besoins. Puis va faire un parcours d'accompagnement là, à travers le programme. Je pense que je l'ai pas mentionné, là, mais notre programme est d'environ 4 à 6 mois. On les accompagne à travers le projet pour que quand ils quittent le projet, ce qu'on considère comme étant un succès, c'est quelqu'un qui, si jamais la personne ne parle ni français ni anglais, a entamé ses cours de francisation, puis a quand même un niveau élevé en francisation. Accompagnement au niveau de l'emploi. Donc, avoir trouvé un emploi, c'est beaucoup plus facile avec un revenu en emploi qu'avec l'aide sociale de trouver un logement, transitionner vers le marché locatif privé. Puis sinon, on va accompagner aussi avec tout ce qui est démarches là, en immigration. Donc, au centre, c'est pas notre projet de logement, c'est un projet parallèle. On a plein d'autres services là, d'accompagnement dans le processus d'immigration pour les personnes en demande d'asile, les personnes réfugiées, personnes migrantes à statut précaire. Donc, évidemment, ces personnes-là ont accès à tous nos services, services juridiques, services en orientation, aide académique, en santé, etc., etc. Donc, je m'arrête ici. Merci. Puis pour finir le tour, est-ce que Arthur, tu pourrais peut-être
juste en une minute, nous expliquer comment, en fait, vous faites, en fonction de quoi, certaines personnes sont plus en hébergement transitoire, puis d'autres vont aller dans le projet de sous-location. C'est quoi vos critères par rapport à ça? Pour l'hébergement transitoire, vous pouvez prendre tous les concepts que Camille et Eva ont dit, puis les appliquer au pont, et comme ça, je C'est ça. gagne du temps avec ça. Pour la transition entre les deux, nous, dans notre programme de sous-location, on sélectionne que des personnes qui sont passées par le pont. Ça nous permet de sélectionner de façon plus correcte et en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on connaît les gens, et surtout les femmes et les mamans qu'on a dans cet appartement-là. On sait comment elle fonctionne en groupe, on sait comment elle fonctionne avec les règles internes, etc. Donc oui, il y aura toujours des enjeux de cohabitation, etc. Mais en connaissant nos candidates, on va dire, on prévient un peu tous ces enjeux-là à l'avenir. Puis juste pour faire Je reviens un peu sur financement, puis ça me faisait penser avec tous les services que Foyer du Monde et Le Pont offrent. Je peux pas parler pour Refugee Center parce qu'on n'a pas exactement les mêmes missions, mais juste à titre d'information, on avait fait le petit calcul avec vous du Romy. Nos services coûtent 50 dollars par jour et par personne, ce qui est pas du tout, ce qui est beaucoup moins en tout cas que ce qu'on voit dans l'institutionnel en tout cas, avec des services de qualité et vraiment basés sur la personne et les besoins. Fait que ça me faisait penser, on parlait de du public et des personnes qu'on dessert. Fait que c'est une petite parenthèse. Parfait. Merci beaucoup. Euh, Même si tous ces projets sont super inspirants, mais on se doute qu'il y a eu comme des obstacles à la mise en place. Donc, on n'a pas malheureusement des heures et des jours pour parler des obstacles. Peut-être chacun nous attirer l'attention sur... puis après, on va finir sur une note plus positive, hein, c'est avant les recommandations. Euh, mais peut-être pour chacun nous dire, tu sais, ça a été quoi un peu l'obstacle principal, puis un peu comme énervant. Arthur, par exemple. OK. Même en mode diplomatique aussi, je veux pas me et ventiler sur vous. Nous, c'est sûr qu'on a toujours loué dans des presbytères, c'est-à-dire donc les trois qu'on a en ce moment, c'est avec des églises catholiques à travers Montréal et Laval. Chaque presbytère est régi par une fabrique, c'est-à-dire comme un CA de la fabrique de la paroisse. Et donc, tout ce qui a trait aux travaux, mise aux normes, qui paye quoi, qui paye quand, comment, la quantité, pour faire quels travaux, les ventilations externes. Si vous entendez du bruit, c'est qu'on fait justement des travaux pour ventiler nos salles de bain à l'extérieur. L'électricité, la mise aux normes, sécurité incendie, etc., c'est un très gros bout. Fait que je pense que nous trois, on pourrait vous encourager à fond à ouvrir plus de maisons d'hébergement, des projets comme ça. Mais dans ce qui est les plus grosses résidences, en tout cas, il faut penser à ça. Il faut penser au code de la ville, de votre arrondissement, parce qu'il y a aussi des codes qui sont spécifiques à chaque arrondissement. Fait que pensez-y. Nous, dans l'appartement, c'est autre chose, vu que c'est un petit appartement, c'est vraiment juste une colocation. Fait que comme chez vous et chez nous, il y a moins de règles à ça. Mais dans les centres, il faut être très attentif et y aller en connaissance de cause et avec des bonnes épaules financières et administratives pour se préparer à ça. Ben, merci. Pendant que je t'entends parler, je pense à des endroits comme la Cité des Hospitalières où effectivement il y a comme des dizaines et des dizaines et des dizaines de chambres de libre, mais que ça verra pas le jour avant des années pour des questions de bâtiment, et Mhm. qu'il y a des personnes qui dorment dans des tentes en face. Eva, comme parmi les obstacles, un des obstacles, c'est le financement. Si tu peux comme élaborer rapidement à ce sujet-là. Oui, absolument. Puis le point d'Arthur est extrêmement important, fait que je réitère et je mets l'emphase, il faut vraiment regarder ces éléments-là. La gestion de la bâtisse, c'est un gros morceau. Il faut s'accompagner de personnes compétentes pour faire ça. Financement, alors, oui, très complexe. C'est sûr qu'on a une cause qui est parlée et entendue partout. Fait que des fois, c'est particulier de voir qu'elle a autant de visibilité d'un côté, mais que d'un autre, elle a aucun soutien financier.
Donc, c'est sûr que je vais saluer encore les congrégations religieuses qui ont été toujours présentes. Je pense pour la plupart des organismes qui sont ici, ça a été les premiers bailleurs de fonds qui ont permis l'élan ou l'essor de ces initiatives-là. Donc, je continue à dire que en première étape, là, les congrégations religieuses, c'est les personnes les plus sympathiques à la cause et les plus compréhensives et empathiques à pouvoir donner quelque chose sur le coup. Après coup, ça apporte aussi son lot d'obstacles, c'est-à-dire que le Québec a un traumatisme par rapport aux religieux, très spécifique. Donc, de voir qu'un organisme, alors que tous les organismes communautaires ont des racines religieuses, soit dit en passant, ça a été comme ça au Québec, de voir qu'un organisme est financé plus par des congrégations religieuses, ça pose un autre problème. C'est-à-dire que les autres bailleurs de fonds qui sont privés se disent, ah, mais là, est-ce que vous êtes religieux? Et là, il faut expliquer comment c'est séparé, puis comment ça ne fait pas, pas parce que le financement vient que ces gens-là ont une influence sur les activités qu'on va faire ou le fonctionnement interne. Donc, ça, c'est difficile à faire. Tu sais, il y a aussi une question de diplomatie puis d'explication par rapport à ça. Puis là, c'est là qu'il faut commencer avec des bailleurs de fonds privés qui vont être compréhensifs puis qui vont en fait faire confiance parce que c'est beaucoup une relation de confiance avec les bailleurs de fonds. Mais dès qu'on obtient une première fondation, je vous dirais, c'est ça le pas le plus difficile à franchir. À obtenir un peu d'argent des congrégations religieuses, ça se fait. Après, d'avoir la première fondation privée, c'est très, très, très difficile. Mais une fois qu'on obtient cette première fondation privée-là, les choses peuvent aller plus facilement. C'est-à-dire que d'autres fondations, connaissant la réputation de cette fondation privée-là, vont se dire, ah bon, ben si eux, ils ont fait confiance, nous aussi. Et là, il faut présenter différents projets. Il y a des fondations qui financent aussi à la mission. Donc ça, c'est le fun parce que je veux quand même donner un petit red flag ici, faire attention aux organismes qui vont se bâtir sur le précepte des appels à projets. C'est hyper dangereux. Un organisme doit garder le cap de sa mission, de ce qui de ses orientations et ne pas grandir en fonction des appels à projets qui existent à l'extérieur et finalement d'avoir un poste pour tel appel à projet qui est finalement quelque chose qu'on aurait pu faire, mais on a décidé de faire parce que c'était la seule manière d'avoir de l'argent. C'est risqué, ça démotive à l'interne l'équipe et aussi à un moment donné, c'est qu'on sait plus vraiment l'organisme, c'est quoi son essence. Donc ça, faut faire vraiment attention. Puis après, une fois que les fondations privées, ben, on en a quelques-unes on board. C'est là où on peut essayer d'aller voir du côté gouvernemental parce que ça, je vous dis, c'est vraiment pas gagné d'avance et c'est extrêmement difficile. Nous, on n'en y est pas arrivé. Ça fait 8 ans qu'on existe et ça fait 4 ans qu'on y travaille activement chaque année. Voilà. Merci. Peut-être pour finir avec les obstacles, Camille, vous travaillez comme beaucoup en partenariat, donc c'est parfois du pur bonheur, mais pas juste. Est-ce que tu peux juste nous préciser, bah, pas les noms, c'est pas ça, juste nous préciser en fait les défis, ce à quoi faut être vigilant en fait pour les partenariats pour ce genre de projet. Ouais, ben, tu sais, j'avais un peu mentionné en début, là, au début de mes interventions, mais initialement, le projet, c'était vraiment d'approcher des propriétaires privés, puis ça a été extrêmement difficile en début de parcours. Là. Récemment, on a eu une ouverture là, par rapport à ça, mais c'est quand même assez difficile de faire embarquer des propriétaires privés, d'expliquer le projet, qu'on a la responsabilité d'être locataire, etc. Il faut vraiment mettre en confiance le propriétaire. Donc ça a quand même été un obstacle pour approcher les propriétaires. Ils voyaient pas beaucoup l'intérêt d'embarquer dans ce genre de projet-là. Puis il y avait quand même aussi beaucoup de préjugés par rapport à la population qu'on dessert. Donc c'est quand même de démêler un peu ça, puis de mettre en confiance les propriétaires privés que c'est vraiment la responsabilité tombe sur le centre de réfugiés. Donc il y a pas de risque élevé de leur côté d'embarquer dans ce genre de projet-là. J'ajouterais peut-être aussi rapidement là, un autre obstacle par rapport au modèle qu'on a qui est quand même très décentralisé qui peut quand même ajouter des difficultés là, par rapport à la coordination, la logistique là, de tout ça. Je l'ai pas mentionné, mais les appartements qu'on a sont tous, on les meuble, là, c'est nous qui les meubles, donc c'est pas les gens qui doivent apporter leur propre meuble. Donc c'est quand même de la logistique quand on acquérit une grande quantité
d'unités en même temps, de se déplacer à travers la ville, puis de justement mettre en place tout ça. Puis aussi au niveau de la cohabitation, comme on n'est pas proche des résidents là, dans les unités, quand il y a des problèmes de cohabitation, c'est vraiment difficile d'intervenir à ce niveau-là, parce que c'est beaucoup du telle personne dit ça, telle personne a telle interprétation, fait que c'est quand même c'est un enjeu qu'on n'avait pas vu venir, qu'on aurait peut-être dû voir venir, là, vu qu'on n'avait pas d'expérience dans la gestion en logement, là, en hébergement. Mais ça aussi, il a fallu s'adapter là, à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, merci pour toutes vos interventions. Maintenant, on voudrait vous écouter, vous entendre côté, si vous allez faire des recommandations pour un organisme qui veut faire quelque chose pour l'hébergement. Quelles sont les recommandations pour démarrer? Donc, je commence avec Camille. Oui, ben, je vais y aller rapidement. Moi, je pense que première recommandation, c'est vraiment d'être créatif dans le type de partenariat qu'on veut créer. Tu sais, c'est peut-être pas obvious là, de vouloir créer des partenariats avec des propriétaires privés, surtout la vision qu'on peut avoir là, des propriétaires privés. On pourrait avoir tendance à pas vouloir les approcher, mais je pense que ça vaut la peine de justement embarquer le plus d'acteurs dans la société, même si c'est pas des acteurs qu'on penserait qui seraient intéressés par ce genre de projet-là. Il faut être créatif. Tu sais, ça a été mentionné là à travers toutes les interventions, que c'est important d'être créatif dans le financement, mais aussi dans les partenariats, dans comment on fonctionne. Donc, créativité dans les partenariats, je pense que c'est ce que je mettrais de l'avant. Parfait. Eva, C'est dur de choisir parce qu'il y a beaucoup de choses que je recommanderais, mais je seconde ce que Camille a dit. Après, je pense que, il y a un gros travail de prendre le temps de se préparer avant de partir un projet. Ça donne envie la situation actuelle où on est dépassé par le nombre de personnes qui ont besoin de services, puis on veut tellement faire ces choses-là. Mais ça vaut vraiment la peine de se dire, ben, on se donne un an. OK, puis ça va être ça, c'est pas grave. Un an pour trouver, ben, prendre le temps en fait d'avoir des règlements généraux qui se tiennent, parce que ça va vous faire mal après quand vous allez chercher du financement. Tu sais, de vraiment juste tout créer, réfléchir, parler à des acteurs du milieu, connaître qu'est-ce qui existe, ce qui existe pas, faire des partenariats à la place de réinventer la roue. Fait que tu sais, le un an est super important pour la longévité de l'initiative après, moi, je pense. Donc, je dirais préparation, préparation, préparation. oh, Arthur, toi? Oui, bah, je fais du pouce sur ce que mes deux collègues viennent de dire. Prenez le temps de vous préparer. Il y aura jamais autant de préparation que ce que vous pensez. Puis, soyez indulgents aussi. Nous, le projet, on a eu la chance de naître dans le diocèse de Montréal qui nous a beaucoup soutenus au début. Mais techniquement, moi, comment je ressens le pont, puis étant le cofondateur, j'ai vu l'évolution. C'est au bout de notre troisième année qu'on a vraiment décollé et qu'on a vraiment trouvé notre rythme. Et les 3 premières années, elles ont été un peu dures, émotionnellement, professionnellement aussi, mais on y est arrivé. Maintenant, on a une grande équipe, etc. Fait que, tout ce que je peux vous dire sur une note peut-être un peu plus poétique, là, c'est allez-y, parce que il y a des besoins, il y a tous les organismes qui peuvent vous accompagner niveau règlements généraux. Nous, on peut vous donner des conseils. Le ROMI peut vous conseiller aussi. Des recommandations, on pourra en faire des milliers. Mais le côté peut-être qui est moins tangible et qu'on peut moins noter, c'est aussi les belles rencontres, les belles choses qui peuvent se donner. Même les côtés plus difficiles ont toujours une leçon qu'on peut apprendre et transmettre et essai-erreur aussi, l'apprentissage qu'on offre. Nous, on a 14 bébés qui sont nés au pont. On a eu 2 mariages, des choses moins faciles aussi, des choses plus émotionnellement difficiles à traverser, mais ça vaut le coup. Le besoin, il est là, mais moi, je vous en prie, puis c'est ça, je viendrai vérifier si vous me le permettez. Mettez toujours la personne que vous servez, que ce soit migrante ou itinérante, ou les deux ou autres, au centre de votre mission. Il n'y a rien d'autre qui peut définir votre mission, pas les appels à projets, pas les financements, pas le rayonnement que ça vous offre. Moi, je vous en conjure, s'il vous plaît, mettez la personne au centre. On perd un peu on a perdu, j'ai l'impression, un peu cette attente-là, mais j'ai l'impression et j'ai de l'espoir quand je vois surtout les membres du ROMI là, on remet les gens au centre dans leur unicité, dans leur être même. Donc voilà, ce serait ma recommandation au final.
Et merci vraiment beaucoup à vous trois, à vous quatre d'ailleurs, avec Amine. C'était comme vraiment super intéressant puis de connaître un peu sous tous les angles. Ben là, j'aimerais ouvrir pour la période des questions, mais en même temps, j'ai comme une demande indirecte à faire parce que j'ai vu que dans le chat, il y avait quelqu'un du RATMAC qui posait différentes questions, qui avait des modèles à proposer. Donc, ce que je vous proposerais, c'est de prendre comme quelques questions puis après, peut-être de laisser comme un bon 5 minutes au RATMAC pour expliquer eux aussi un peu, donc ils travaillent avec les travailleurs agricoles, pour expliquer un peu comment ils fonctionnent. Donc je vois qu'il y a Wera qui a levé la main de Médecins du Monde. Vas-y Wera, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette présentation super intéressante, premièrement, et qui donne un peu d'espoir aussi de voir les côtés positifs et les résultats de vos initiatives. En fait, je voulais vous poser une question. Je ne sais pas s'il y a exactement une réponse, mais c'est ça par rapport aux personnes migrantes à statut précaire. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, je suis travailleuse de proximité. Je travaille avec les personnes migrantes à statut précaire et notamment beaucoup de personnes sans statut, entre deux statuts. Mais ça fait presque 3 ans déjà. Et au cours de ces 3 ans, j'ai vu une nouvelle réalité qui est donc de personnes migrantes, pas mal de demandeurs d'asile, même si nous, à Médecins du Monde, on accompagne moins les demandeurs d'asile parce qu'ils ont une couverture de santé. Donc, des personnes migrantes, demandeurs d'asile ou certaines personnes qui n'en savent même plus où elles sont dans leur statut, qui sont en situation d'itinérance ou en presque itinérance. Donc, souvent, le point de contact, c'est les travailleurs de proximité. Moi, c'est des organismes qui travaillent spécifiquement pour les personnes en situation d'itinérance, donc ils connaissent pas forcément la réalité migrante, qui me contactent parce qu'ils savent pas comment accompagner la personne. Ils la voient de temps en temps dans le centre d'urgence, dans des haltes chaleur. Donc, en fait, je me suis retrouvée, notamment dans la dernière année, avec beaucoup de situations de personnes migrantes sans statut, avec divers statuts, parfois demandeurs d'asile, où la première étape était un peu de sécuriser un hébergement, puisque c'est un peu la première étape avant de savoir, bon, qu'est-ce qu'il en est du statut, travailler, avoir un peu une stabilité physique, mentale. Et donc, quand c'est des personnes avec ce profil un peu de situation d'itinérance, ça vient notamment avec beaucoup d'autres enjeux qui sont parfois des enjeux donc de santé mentale, de consommation, mais aussi des enjeux où la personne a besoin d'avoir une certaine stabilité pendant plusieurs jours avant de voir un petit peu comment on peut entamer des démarches. Donc, je ne savais pas si, en fait, vous aviez une certaine flexibilité pour recevoir des personnes qui avaient donc cet enjeu de situation d'itinérance qui peut venir donc avec différentes couleurs, volets en fait de complexité en fait. Parce que je trouve que c'est un gros enjeu et notamment aussi des exemples de femmes migrantes en situation d'itinérance qui me sont référées par des organismes du centre-ville. Donc, c'est un petit peu ma question. C'est un peu complexe. Merci. Est-ce que je vous laisse gérer, peut-être en profiter pour expliquer comme de façon, enfin, brièvement, la façon dont vous acceptez, je trouve plus le processus de comme intake ou, bref, je vous laisse vous expliquer, j'ai plus les mots. Voilà, y répondre. Je peux juste ouvrir le bal puis passer après la balle au bon, mais je pense que la difficulté dans ça, c'est que tu identifies un trou de service. Waira, c'est d'avoir de l'hébergement d'urgence pour personnes migrantes. En fait, aucun de nous trois spécifiquement n'a designé ces services pour de l'hébergement d'urgence. C'est tout du transitoire, mais qui demande qu'il y ait un processus d'intake qui s'échelonne au moins sur 1 à 2 semaines, une semaine, disons, là, quand même. En tout cas, je vais parler pour Foyer du Monde qui est plus long, je pense, que pour les autres. C'est sûr que nous, avec le processus d'intake qu'on a, impossible de pouvoir accueillir une personne dans la situation dont tu décris, parce que on va avoir une liste d'attente, la personne va devoir faire un formulaire en ligne et nous, on va la rappeler quand il y a des places qui se libèrent avec la chambre associée à la taille de la famille qui a fait une demande.
Fait que déjà, ça marche pas beaucoup. Puis quand il y a des questions de santé mentale qui nécessitent une surveillance en soir ou en fin de semaine, on n'est pas capable de remplir de répondre à la demande parce qu'on n'a pas d'équipe sur place, nous, les soirs et fin de semaine. C'est notre système de représentants des résidents qui est élu qui assure les suivis. Donc, on a vraiment une limitation pour ces deux niveaux-là et c'est un trou de service. Puis ça, on en est vraiment conscient que ça n'existe pas puis que ça devrait exister. En contrepartie, ben, le Romy a mis en place un petit fonds. Puis ça, je pense que je laisserai plus Camille en parler parce que c'est le Refugee Center qui va pouvoir répondre à cette demande-là en partie, qui est plus une demande d'urgence. Mais c'est un plaster, je dirais. Puis je laisserai la Excuse, parole à mes collègues. Excusez-moi, je veux juste rajouter une mini parenthèse. Merci beaucoup pour ton intervention. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément un hébergement d'urgence parce que ces personnes-là sont à moitié au courant de où est-ce qu'elles peuvent passer la nuit. Parfois, c'est dans le seuil d'une église au centre-ville. Parfois, c'est vraiment dans une halte chaleur. Donc, ça serait justement sortir de ce mécanisme d'urgence pour rentrer dans un hébergement un petit peu plus stable avec un certain soutien. Mais oui, de toute façon, les seuls endroits où elles sont acceptées, c'est les hébergements d'urgence. Donc, ça serait en fait la prochaine étape qui serait un petit peu plus longue durée. Mais je comprends sinon tous les critères de remplir un formulaire, rappeler la personne. Du reste, moi qui fais du travail de proximité, je me retrouve à avoir des suivis de personnes en situation d'itinérance et c'est moi qui fais les formulaires, qui est en contact avec elles, qui vais les voir où elles sont. Mais oui, c'est tout à fait complexe. Merci. Très rapidement, du coup, peut-être pour laisser la parole à Camille, parce que je pense qu'elle a peut-être plus de trucs à dire, mais nous, c'est exactement la même situation qu'à Foyer du Monde. Et on n'est malheureusement pas spécialisé en santé mentale ou en itinérance, on va dire, pure ou du dictionnaire tel on la connaît, mais il y a plein de formes d'itinérance aussi. Mais tout ce qui est dépendance et santé mentale, nous, malheureusement, on n'a pas la capacité d'accepter. L'itinérance, oui, l'itinérance cachée ou sous diverses formes, oui. Nous, on peut accepter quelqu'un en urgence si la personne respecte les critères, si on a la chambre et la capacité d'accueil. Ça peut aller au minimum à 3 4 jours, maximum 2 semaines, ça dépend un peu de nos possibilités. Mais tout pareil que Foyer du Monde, fait que je laisserai la place à Camille. Ouais, ben peut-être pour boucler la boucle, là, un peu dans la même lignée, là, tu sais, nous aussi, tu sais, je pense aussi le modèle qu'on a, il est vraiment pas adapté à ce genre de situation-là, du fait qu'on n'est pas présent sur place. Si la personne elle a besoin d'un soutien plus encadré, puis nous non plus, là, tu sais, on n'a pas de ressources là en soutien psychologique au centre. Donc, tu sais, ça limite beaucoup. Puis, je l'ai mentionné aussi, là, on a quand même des critères d'éligibilité pour le programme qui incluent notamment recevoir l'aide sociale, avoir un permis de travail, puis avoir un certain niveau d'autonomie. Fait que, tu sais, dépendamment de la personne, tu sais, on peut toujours faire une évaluation euh, du cas de la personne, mais selon le niveau aussi d'autonomie de la personne, puis si on est capable d'encadrer cette personne-là, ben, tu sais, ça va nous limiter dans si on peut l'accepter ou non dans le projet. Puis évidemment, avec l'espace qu'on a, on est quand même limité dans le nombre d'appartements qu'on a. Puis on ne fait pas d'hébergement d'urgence non plus, c'est du transitoire. Pour rebondir aussi sur ce qu'Eva mentionnait par rapport à un fonds d'urgence, même dans ce cas-ci, je ne sais pas à quel point parce qu'en ce moment, comment qu'on fonctionne, là, on a un fonds d'urgence là, pour des personnes, par exemple, qui arrivent ici, qui sont en situation d'itinérance, qui déposent une demande à l'interne, demande d'asile à l'interne. Puis dans ce in-between-là, où ils n'ont pas encore accès au PRAEDA parce qu'ils n'ont pas encore déposé leur demande, c'est là on va faire de l'hébergement d'urgence, là, où qu'on va débourser là, pour une chambre d'hôtel en attendant qu'on les aide dans toutes les procédures là, pour déposer le portail IRCC, rédiger le fondement de la demande d'asile, puis en attendant que les personnes reçoivent leur accusé de réception, leur papier blanc, on va s'assurer qu'ils soient hébergés puis qu'ils se retrouvent pas dans la rue en attendant. Fait que c'est plus à ce niveau-là là, qu'on utilise notre fonds d'urgence. Là. Puis je pense que tu sais dans beaucoup d'organismes là, on fonctionne un peu comme ça. C'est pas un programme en soi, là, c'est vraiment comment dealer avec des situations d'urgence quand il y a des gens qui se présentent, par exemple nous dans notre cas au centre de réfugiés qui se présentent en personne qui sont dans cette situation-là. On a un petit budget là, qui est alloué à ce niveau-là. Mais c'est important là, que tu le soulignes, là, cette situation-là, parce que comme Eva le mentionnait, il y a comme un vide un peu pour cette population-là qui existe, là, qui est présente. Donc, à réfléchir là, sur comment on peut mieux accompagner ces personnes. Je sais que c'est pas positif là, ce qu'on apporte, là, mais merci de le souligner.
Oui, puis effectivement, je pense que nous, au niveau du ROMI, on a prévu de voir comment on peut soutenir aussi pour, pas forcément, enfin, de l'urgence à court terme, on va dire. C'est une discussion effectivement qui doit se poursuivre. Il y a le collectif Bienvenue aussi qui est comme pas mal impliqué là-dedans. Comme on est proche de la fin, je vais passer la parole pour une question à Marie-Ève. Puis Marie-Ève, s'il y a une personne à laquelle vous souhaitez adresser davantage votre question, peut-être le nommer également dans la question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah, ok, je vais partir là. Ben, bonjour. En fait, mon nom c'est Marie-Ève. Je suis intéressée là, par la question bon, depuis longtemps. Là. J'ai travaillé aussi dans d'anciens hébergements, là, le refuge Juan Moreno, par exemple, ou celui qui était avec le Montreal City Mission, donc qui n'existe plus maintenant, mais en fait, c'était un hébergement pour hommes seulement. Euh, en fait, mes questions, c'est plus général. Moi, c'est au niveau de la question de l'hébergement en soi. Je ne sais pas si vous avez une idée de la situation justement actuelle, là, parce que bon, la situation du logement est pas facile pour personne. Euh, Puis avec le discours là, de M. Legault, par exemple, bon, l'accueil des nouveaux arrivants, est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites justement au niveau locatif pour accueillir tout le monde qui arrive? C'est quoi votre position par rapport à ça? Euh, Puis aussi, les gens, en fait, c'est ça, tu sais, par exemple, moi, je rencontre quelqu'un, est-ce que tous les gens que vous recevez doivent être nécessairement référés par TRIDA? C'est comment la porte d'entrée là, pour aller chez vous? Euh, Puis au niveau bon, la situation d'itinérance, si on entend parler de gens qui se retrouvent dans des hébergements en itinérance, les mineurs non accompagnés, tout ça. Est-ce que, je me demandais si la TCRI fait des démarches en lien avec les travailleurs dans ces domaines-là pour justement former ces gens-là, parce que c'est quand même une nouvelle réalité. Qu'est-ce qui est fait par rapport à ça? Puis l'autre truc, c'est, je sais pas, à la maisonnée, je sais qu'il y a aussi un programme de jumeler des gens avec des personnes âgées. Quelqu'un a abordé le sujet là, tout à l'heure. Donc, je voulais savoir si vous avez une idée de comment ça se passe aussi, ce programme-là. ok. Euh, Merci. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions dans votre question. Ouais, ben c'est ça, là, je vais les donner, là, je les ai donnés en rapport. Ok, ben juste Sans pour choisir, on peut en choisir. peut-être on aurait dû commencer par se présenter. Le ROMI, nous, on est comme un organisme qui a tout juste un an. On a commencé, Mauricio et moi, en février et juin. Et notre but est d'être un donc, regroupement des organismes en hébergement pour personnes migrantes, puis il y a autres hébergements et services connexes. On a des cliniques juridiques, il y a le collectif Bienvenue, il y a et parmi nos partenaires, il y a bien sûr la TCRI. Donc, on travaille vraiment activement avec eux sur toutes les questions de protection. Donc, oui, il y a une connaissance de ce qui se fait. Mais dans nos autres, un des buts du ROMI, c'est également de faire le pont avec le milieu de l'itinérance. Donc, j'ai vu qu'il y avait Tsonta Durapsin qui était là. Euh, on essaye aussi, justement, en faisant ce pont-là, de voir comment on peut venir outiller les intervenants dans le milieu de l'itinérance. On est en train de travailler sur une formation. On a fait des activités, bon, des midi-discussions. Enfin, on peut voir quel type de transfert de connaissances peut se faire. Pas parce qu'on souhaite que les personnes migrantes soient à l'avenir systématiquement dans des refuges en itinérance, mais parce que dans l'ici et maintenant, il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'autre place. Donc, c'est ça, toutes les questions, enfin, les questions que vous avez posées sont pertinentes. Je ne peux pas y répondre comme hyper vite, mais c'est dans le radar, c'est dans le plan d'action. Puis, on va essayer, c'est aussi l'intérêt de ce type d'espace, d'être capable de pouvoir échanger sur des enjeux émergents, sur des bonnes pratiques. Donc, je vous inviterai à aller sur notre site puis à vous inscrire comme
aux prochaines activités ou à voir si vous pouvez devenir membre, comment ça s'appelle, solidaire. Euh, voilà, je sais que ça répond pas dans les détails, mais il me faudrait 2 heures, donc j'essaye de wrap up. Comme on arrive proche de la fin et que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, ben, le but, c'est pas de mettre sur le spot, mais j'aurais aimé entendre quelqu'un C'est ça. du RATMAC sur justement, mais vraiment très très rapidement. Puis on poursuivra la conversation juste entre vous et nous, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de savoir qu'est-ce que vous faites exactement en matière d'hébergement. Ah, merci pour me donner la parole. Oui, je suis le coordinateur de l'hébergement d'urgence à RADMAC. RADMAC, c'est le réseau d'aide aux travailleurs agricoles au Québec. En fait, l'hébergement s'était ouvert depuis octobre 2023. C'est une maison à la rive sud de Montréal. On héberge maintenant à 5 personnes à la fois. On offre aussi des services de francisation, de banque alimentaire. On offre beaucoup de services parce que les personnes qui arrivent ici, ils sont des travailleurs agricoles étrangers qui parlent, la plupart des temps, ils parlent juste espagnol. Et quand ils arrivent, il habite aussi dans les hébergements, dans les différentes fermes ou pépinières partout au Québec. C'est-à-dire que quand ils ont un problème dans le travail, parfois ils sont congédiés, ils perdent son travail, son statut et son logement. C'est dans ce moment-là que parfois les employeurs ils vont déposer à ces travailleurs à l'aéroport de Montréal. Et à Montréal, il y a un poste, il y a un kiosque de RADMAC. On capture à ces personnes-là. On parle par rapport à ces droits. RADMAC, on fait beaucoup de travail juridique, mais aussi terrain. Et si on voit qu'on peut on va porter un plan contre l'employeur, on peut demander aussi un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables, pour ces personnes-là. Dans ce moment-là, il y a un délai de semaines ou de mois, et c'est comme ça qu'il arrive à l'hébergement. Parce qu'on trouve qu'on peut les soutenir de meilleure façon s'il peut attendre au Québec, à la région de Montréal. Voilà, après ça, il arrive à l'hébergement. Il y a beaucoup de soutien aussi vers les services de santé parce qu'il y a beaucoup de personnes avec des lésions à cause de son travail. Plus de 50, 60 heures par semaine dans le travail agricole, c'est beaucoup de travail. De santé mentale aussi. Et après quelques semaines, quelques mois, arrive le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables et on les aide aussi à trouver un emploi soit dans le même secteur agricole, del secteur de transformation alimentaire ou n'importe où. Ben, merci beaucoup pour tes informations. On va vous recontacter Oui, parce que je pense que ça pourrait être hyper intéressant dans le cadre d'un Romidi, Tout à de fait. vous écouter comme plus longuement, puis d'échanger aussi sur les problématiques en région. On va prendre une dernière question. J'ai vu, ça va être celle d'Irina. On vous écoute. Oui, bonjour. Donc, j'ai une question en fait je pense que ça va être pour Foyer du Monde et le pont. En fait, non, peut-être pour tout le monde. En fait, est-ce que spécifiquement pour l'hébergement pour les femmes enceintes, est-ce que le ministère de la Santé a été approché pour du financement public? ah, je Je pense pense. peux me qu'après, lancer. Oui, pardon. donc via le PESOC, qui est le financement à la mission du ministère de la Santé et des Services sociaux. Malheureusement, le PESOC est bien convoité comme financement à la mission chez les organismes communautaires. Donc, ils prennent, si je ne me trompe pas, 2 nouveaux organismes par année à la grandeur du Québec. Donc, il y a énormément de
compétition. Nous, on a postulé, mais on n'a pas, pour l'instant, reçu de nouvelles positives. Ça n'empêche pas qu'on va continuer à le faire. Il y avait aussi un financement, un appel à projet spécifique aux femmes enceintes qui est sorti cet été. Mais il n'y avait pas énormément de fonds. Mais on n'a pas eu de nouvelles encore à cet effet-là. Et si je me trompe pas, je crois que aussi Arthur Dupont, ils ont déposé un projet, mais je te laisse, Arthur, je suis plus certaine si vous l'aviez fait. Le projet pour les femmes enceintes, on l'a pas eu malheureusement. Euh, Finalement, ça a porté sur la réflexion que tu disais tout à l'heure, Eva, de ne pas courir après les financements, mais de plutôt courir après notre mission et chercher les financements adaptés. Mais en fait, moi, je retournerais peut-être la question aux Romi parce que c'est eux qui nous représentent et nous défendent auprès des ministères, surtout en ce moment plus que jamais. Je ne sais pas si Mauricio et Florence, vous vouliez rebondir là-dessus, mais de toute façon, ce serait une excellente question. Euh, oui, on commence là à déployer une stratégie de relations gouvernementales où on va frapper à différentes portes. D'abord pour du financement, on est vraiment au tout début. Les portes c'est plus une stratégie pied dans la porte que porte ouverte. Voilà, on vous tiendra comme au courant au fur et à mesure. Puis, par rapport, Irina, à votre projet précis, on avait prévu de vous rencontrer, puis de voir, en fait, on aurait comme une proposition à vous faire. Je peux pas trop en dire, voilà. Mais oui, parce que c'est également effectivement des besoins qui, pour l'instant, ne sont pas du tout couverts. Euh, donc, on va comme idéalement, on pourrait se rencontrer à l'extérieur, enfin à l'extérieur ou à l'intérieur, mais pas aujourd'hui. Puis on vous reviendrait dans un remidi prochain par rapport à des projets d'hébergement pour des clientèles comme plus spécifiques. Si ça vous va, il est 11h56, on veut vous laisser partir à midi. Donc, Oui, donc avant ça, je voulais juste mentionner qu'on commence les Romidi en 2025. On a un Romidi sur la recherche des logements avec un conseiller spécialiste en recherche de logements pour les personnes migrantes qui travaillent au pont. Et Arthur va aussi nous accompagner dans ces Romidi-là. On fait les Romidi tous les mois à midi. La date, c'est toujours à confirmer. Donc, vous pouvez être en contact avec nous et aussi chercher cette information dans le site web ou via LinkedIn. Vous pouvez chercher les Romi en LinkedIn. On est aussi en Romidi qui s'en vient sur un projet qui fait les hôtels Marriott. Donc, c'est plus pour l'hébergement d'urgence, mais c'est génial parce qu'il n'y a pas de prix et on a la possibilité de loger les personnes maximum 5 jours dans plusieurs hôtels à Montréal et au Québec. Donc, c'est un projet en planification, en exécution maintenant, donc on vous revient avec ça aussi. Et en parlant on travaille maintenant dans une guide qui fait un peu, qui donne l'expertise et l'expérience sur les partenariats communautaires privés pour les projets de sous-location avec les appartements privés. Donc, les guides, c'est toujours en construction, mais si vous voulez les recevoir et scanner les codes, il y a quelques informations qu'on va vous demander. Le moment que c'est prêt, on va l'envoyer. C'est un guide qu'on essaye, c'est juste s'il y a un organisme qui veut faire quelque chose, là, il va trouver l'information nécessaire pour démarrer. Et bien sûr, vous avez aussi l'accompagnement de Romy et on est là pour bonifier, diversifier les possibilités de l'hébergement au Québec. Et avec ça, je vais laisser les codes. Ouais, pour finir, nous, c'est notre premier webinaire parce qu'encore une fois, on est tout jeune et encore une fois, pas nous, pas moi, mais l'organisme. Euh, donc, on va vous envoyer par courriel un formulaire d'évaluation très, très simple et très rapide. Donc, si vous pouvez prendre comme 5 minutes pour le compléter. Et aussi, si vous avez des sujets, des idées de sujets, soit sur lesquels vous souhaiteriez vous outiller, soit des midi-discussions, des sujets que vous maîtrisez bien ou des projets que vous avez envie de partager, mettez-les dans le formulaire ou par courriel, et puis ça va nous aider à bâtir la programmation de l'année prochaine. Parfait. Je vois qu'il y a seulement une question pour Amine. Amine, est-ce que tu veux répondre? Oui, bien sûr.
Merci. Donc, la question, est-ce que le projet est en développement à Montréal? On est en cours, on est en train de planifier, de s'établir à Montréal. Notre plan, c'est d'être sur le Québec le début du 2025. Parfait. Merci. Vous avez aussi dans les Merci. chats l'information de le site web de Happy Pad Landing Pad si vous pouvez y aller. Une autorisation. Bon, on peut voir ça ensemble après, Irina. Je peux t'envoyer un courriel, OK? Est-ce que vous avez réussi à avoir accès au code, au formulaire? Quelqu'un? Non? Quand même, je vais vous envoyer par courriel aux assistantes toute l'information, OK? Bon, avec ça, Parfait. on dit merci beaucoup. On se voit à la prochaine. Bonne fête. Et puis merci, Merci. merci à nos 4 panélistes. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Bye bye. Merci. Bye. Merci. Ouais, je ne l'ai pas testé.